Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Aude Lemeur, responsable du développement de l'EDEC Executive Education. Vous êtes plus de 730 participants aujourd'hui parmi nous à ce webinaire et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour échanger sur la thématique donc, de l'apport de la sociologie des organisations à la transformation des organisations. Ce webinaire sera animé par François Dupuis à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage On ne change pas les entreprises par décret, Lost in Management 3. Alors, avant de démarrer, juste quelques petites précisions techniques. Pour un meilleur confort utilisateur, vos micros et webcams sont désactivés. François interviendra pendant environ 40 minutes et puis nous passerons donc à la partie questions-réponses. Je vous invite donc en fait à les saisir au fur et à mesure en fait dans l'onglet qui se trouve à droite de votre écran, l'onglet questions, et je les restituerai donc à la fin de l'intervention de François. Alors, pour en revenir à notre sujet, pour ceux qui ne connaissent pas encore François, je vais juste en dire quelques mots. Donc, François est un sociologue des organisations donc, de renommée internationale. François est également disciple de Michel Crozier. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont la fameuse trilogie Lost in Management. Il conseille également de nombreux dirigeants et nous avons la chance à l'EDEC de l'avoir comme expert en résidence. Cela signifie que François intervient en fait régulièrement auprès des managers, des entrepreneurs et des dirigeants qui se forment à l'EDEC Executive Education. François nous expliquera dans quelques instants pourquoi il n'y a pas d'action efficace sans une connaissance intime du terrain et de ses acteurs, comment très concrètement en fait cette connaissance peut s'acquérir pour nourrir finalement une stratégie de changement et en favoriser en fait son appropriation par en fait les collaborateurs. Et François interviendra également sur la thématique de la confiance, mais aussi de en quoi la complexité peut être vertueuse dans une organisation. Alors, il est temps de démarrer l'enregistrement de ce webinaire. Le replay vous sera envoyé donc d'ici quelques jours par mail. Et je laisse donc maintenant la parole à François. François, c'est à vous. Bien, merci pour cette présentation et mesdames, messieurs, merci beaucoup nous avoir rejoints en cette fin d'après-midi pour parler de sociologie des organisations, qui est effectivement un sujet qui me tient tout à fait à cœur. Alors, pour commencer, je voudrais peut-être expliquer l'origine de ce livre et d'ailleurs l'origine de ce que Aude vient d'appeler la trilogie Lost in Management. En fait, il y a deux origines qui s'entrecroisent. La première, c'est la suivante. Pour ceux d'entre vous qui ont eu la curiosité, ou j'espère auront la curiosité de lire soit les trois livres, soit un des trois, parce que la sociologie, c'est une matière quelquefois un tout petit peu rébarbative à lire, ils verront que ces livres sont construits autour de cas. Et les cas autour desquels sont construits ces livres proviennent de toutes les opérations de conseil que j'ai pu avoir à effectuer. Et justement, et c'est le premier chapitre du livre, du dernier en question, pourquoi? Parce que chaque fois que moi j'ai une intervention à effectuer, il y a une chose que je dis toujours à la personne qui me la demande, c'est qu'il n'y a pas d'action sans connaissance. Et donc, finalement, à chaque fois que j'ai une intervention à faire, je la fais d'abord en construisant la connaissance de l'univers que éventuellement on me demande de faire changer, etc., etc. Il y a une autre origine aussi que je voudrais mentionner parce qu'elle a été pour moi capitale. Mais ça fait à peu près 40 ans que j'enseigne la sociologie des organisations et je l'enseigne d'une façon qui n'est pas une façon théorique parce que si vous enseignez en particulier aux populations de cadres qui sont mes populations les plus importantes, si vous enseignez de la sociologie de façon théorique, ils sont vite lassés, ils ne sont pas là pour apprendre à devenir sociologue, ils sont là pour apprendre quelque chose qui va leur servir dans l'exercice quotidien de leur profession. Et donc, à partir de là, le challenge que j'ai toujours essayé de relever, c'est d'être capable de rendre une discipline scientifique, puisque la sociologie des organisations, depuis
qui a commencé à exister avec Taylor, on pourrait dire d'ailleurs, est une discipline scientifique au sens de la science, c'est-à-dire l'apprentissage est cumulatif. Donc, j'ai toujours essayé de rendre cette discipline scientifique intelligible pour tous, sans jamais ne rien céder sur le fond. Et dans toutes ces sessions de formation que j'ai eu l'occasion de faire et que je ne compte plus, peut-être d'ailleurs que parmi ceux d'entre vous qui êtes en train de m'écouter, certains ont suivi un de ces séminaires, puisque j'en ai fait un peu partout, j'ai toujours essayé de montrer pendant le séminaire lui-même comment on pouvait utiliser ce que je leur communiquais. Alors, quelle est la conséquence de cela? C'est que on a toujours travaillé sur des cas apportés par les participants, non pas des cas théoriques, n'est-ce pas, comme on voit quelquefois, qui sont construits pour les besoins de la cause, mais en partant de la réalité des participants, leur montrer comment immédiatement ils pouvaient utiliser les concepts et les outils que je leur communiquais. Et ce qui a été très intéressant, et je les remercie à tous, et j'en profite pour tous les remercier, c'est qu'au fur et à mesure que je les entendais, je les suivais pendant qu'ils faisaient leur étude de cas, ça m'a permis de comprendre de façon intime ce qui se passait dans le monde du management. Et si j'avais pas eu cette matière première, qui est cette matière première de cas fournis par les participants, il est probable que je serais sans doute passé à côté d'un certain nombre de phénomènes structurants pour l'évolution du management et que finalement j'aurais peut-être été amené à avoir une vision abstraite ou, je n'en sais rien, émotionnelle ou autre, des problèmes qui se posent aujourd'hui dans le management. Alors, cette origine, donc une origine d'intervention, une origine de formation, et du coup ça a donné lieu petit à petit à ce que l'on peut appeler la construction d'une pensée. D'ailleurs je vais dire un mot, hein, là finalement on parle du 3e livre de la trilogie, mais en fait dans le parcours que j'ai pu effectuer, finalement ces 5 livres qui petit à petit ont servi à constituer une pensée qui est ce qu'elle est, hein, qu'on n'est pas obligé d'approuver, elle est ce qu'elle est. Le premier de ces livres s'est appelé Le client et le bureaucrate et il était paru chez Duno, je crois que c'est en 1997, dans lequel je montrais pourquoi on n'échapperait pas dans les années à venir à une transformation des organisations en liant cette transformation des organisations à l'ouverture des marchés, à ce que l'on appelle la mondialisation finalement, sans me prononcer du tout sur le bien fondé ou pas le bien fondé de la mondialisation, c'est pas mon propos à moi de ce point de vue-là, mais de montrer l'impact qu'elle pouvait avoir sur les organisations. Et dans une seconde réflexion, et ça a donné le 2e livre, qui s'appelle La fatigue des élites. Et dans La fatigue des élites, j'ai eu une réflexion qui me provenait exactement des séminaires dont je vous parlais tout à l'heure, dans lesquels les cadres exposaient leurs cas. J'ai essayé de montrer comment cette transformation des organisations, quand même, générait beaucoup de souffrance. Et la fatigue des élites, les élites c'est les cadres, hein, c'est l'éditeur qui a trouvé ce livre, mais j'ai essayé de montrer, ça a une exigence pour eux qui est une exigence tout à fait formidable et tout à fait perceptible dans ce qu'ils disent, notamment parce que cette mondialisation, cette nécessité de faire face à une concurrence de plus en plus exacerbée, cette nécessité de répondre à la demande du client telle qu'elle est devenue aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui pendant la période de crise que nous vivons, mais globalement, je veux plus pour moins. Pour répondre à cette apparente contradiction, la variable d'ajustement que les entreprises avaient trouvée ou ont trouvé, c'est justement l'organisation du travail. Et donc, en essayant de passer d'organisations de travail traditionnelles qui sont segmentées et séquentielles, comme on dit en sociologie, hein, ce qui veut dire segmenter, c'est-à-dire chacun travaille dans son silo, séquentiel, ça veut dire que M. B ne commence son travail que quand M. A a fini, qui sont des organisations extraordinairement protectrices pour ceux qui vivent dedans. D'ailleurs, on pouvait pas dire que la critique du taylorisme est une critique externe, c'est une critique intellectuelle, mais le taylorisme est un mode de fonctionnement protecteur pour ceux qui vivent à l'intérieur de cette organisation. Et donc, mais le problème de cette organisation, c'est qu'elle fournit des biens et des services finalement d'assez faible qualité à un coût élevé, ce qui va bien quand vous êtes en situation de monopole, moins bien quand vous êtes en situation de concurrence. Et donc, si vous voulez faire face à votre situation de concurrence, il va falloir changer les modes d'organisation. Et donc, vous allez passer d'organisation à des organisations beaucoup plus
transversale, beaucoup plus basée sur la coopération. Alors, même si transversalité et coopération sont des mots à connotation extrêmement positive, les conséquences pour les individus sont dures parce que ça met tout le monde dans la situation de dépendance vis-à-vis des autres. Je ne vais pas m'étendre ici sur le fait que nous n'aimons pas les situations de dépendance par définition, nous préférons les situations d'autonomie. Et donc, du coup, d'un certain point de vue, le travail a été déprotégé. Et ça a produit ce phénomène qui est ce phénomène de souffrance au travail. Et vous voyez, quand on parle des cadres, il faut arrêter de parler de malaise des cadres, comme on en a parlé depuis d'ailleurs que cette catégorie a été reconnue en tant que telle, mais de véritable souffrance des cadres. Et ça a produit, et vous allez voir comment on arrive à la trilogie, cette souffrance des cadres qui s'est matérialisée dans les années 80, a continué au début des années 2000, etc., a amené à des phénomènes qui sont des phénomènes que tous les DRH ont bien pu observer, encore plus que moi d'ailleurs, qui sont des phénomènes de retrait du travail. Alors, ces phénomènes de retrait du travail ne se sont pas exprimés en termes de retrait en temps, c'est pas que les gens se mettent à moins travailler. Encore que quand on regarde les statistiques de l'OCDE, on constate que le temps de travail de toutes les catégories professionnelles dans les pays de l'OCDE, le temps de travail de toutes les catégories de salariés, excusez-moi, a diminué, à la petite exception que la diminution du temps de travail des cadres est plus lente que celle des autres catégories. Mais donc, quand on parle de retrait du travail, on parle de retrait émotionnel, de ce que l'on met dans son travail de soi-même, donc de ce que l'on appellerait l'engagement, dans le langage moderne. Et donc, ces phénomènes ont posé un problème aux entreprises de façon forte, parce qu'au moment où, justement, la concurrence devenait exacerbée, elles avaient besoin de toujours plus d'engagement de leurs salariés. À ce moment-là, ces salariés avaient tendance à se désengager. Et la question qui s'est posée a été quelle réponse les entreprises ont-elles apporté au début des années 2000 à ces phénomènes de désengagement qui leur posaient vraiment un problème de performance. Eh bien, on est arrivé à ce que moi j'appelle, dans le premier ouvrage de la trilogie Lost in Management, c'est-à-dire le livre même qui s'est appelé Lost in Management, on en est arrivé à la mise en place d'un management coercitif. Alors, quand je parle de coercition dans les entreprises, bien entendu, leur réaction n'est pas forcément favorable, parce que le mot coercition est un mot dur. Donc, bien souvent, on me dit, mais comment pouvez-vous dire que nous avons un management ou une organisation coercitive alors que nous aimons nos salariés c'est tout pour nous, nous faisons attention à eux, etc., etc. Comme je dis souvent, il faut faire attention parce que dans les organisations, le vocabulaire a souvent une fonction compensatoire des pratiques. Donc, quand on observe en revanche de près les pratiques, on s'aperçoit que c'est la coercition qui domine. Alors, qu'est-ce que j'ai appelé la coercition? Et c'est le premier Lost in Management. Voilà, c'est le gouvernement par la règle. C'est le retour au gouvernement par la règle, c'est à travers ce qu'on appelle les outils de management, les indicateurs de performance, les systèmes de reporting et surtout les process. Et donc, les salariés ayant tendance à se désengager, on a cherché à contrôler toujours au plus près ce que ces salariés faisaient. Ce qui a d'ailleurs été un problème, c'est que l'on ne s'est pas contenté de contrôler ce que les salariés faisaient, on a cherché à contrôler aussi comment ils le faisaient, en créant ce que des auteurs ont appelé des entreprises communes, c'est-à-dire dans lesquelles on se fixe beaucoup plus sur la façon dont les gens font les choses que sur le résultat de ce qu'ils font. Et donc, dans le premier volume de Lost in Management, j'ai essayé de décrire et d'analyser à la fois ce mouvement vers la coercition par les outils de management, et j'ai en même temps essayé d'expliquer pourquoi ça ne marchait pas. Et le pourquoi ça ne marchait pas est quelque chose qui est relativement, pas facile à comprendre, mais relativement simple à décrire. Si vous voulez, on pourrait le résumer à travers un exemple classique dans la sociologie des organisations, c'est l'exemple de la grève du zèle. Tout le monde sait ce que c'est qu'une grève du zèle. C'est quand des gens veulent réclamer quelque chose, faire pression sur leur direction pour obtenir ce qu'ils souhaitent obtenir. Il leur suffit de strictement appliquer toutes les règles et les procédures et les process qui sont censés appliquer. Et s'ils le font, la machine se bloque et plus rien n'est possible. Et la grande curiosité sociologique pour moi a toujours été
avec humour que ce que je viens d'expliquer ici, tout le monde le sait, tous qui vous écoutez, vous savez ce que c'est une grève du zèle, mais le fait de savoir que si on produit beaucoup trop de règles, de procédures et de process et que les gens les appliquent, ça ne fonctionnera pas, n'a jamais empêché qui que ce soit d'en produire toujours davantage. Ce qui est une claire démonstration que la plupart des process qui sont émis ne le sont pas pour résoudre des problèmes, mais le sont plutôt pour couvrir ceux qui les émettent. Et donc voilà, j'ai dit, ça ne va plus. Et je voulais vous raconter d'ailleurs une petite anecdote. Un jour, je me souviens, ça fait maintenant un certain temps, j'étais allé exposer à ce qui s'appelle l'Institut de l'entreprise, qui réunit un certain nombre de grands patrons, etc. Et j'avais exposé ce que je viens de vous dire de façon bien sûr un petit peu plus détaillée. Et à un moment donné, un de ces patrons, que je ne vais pas citer, il se lève et il dit à ses collègues qui étaient là, mais François a raison, on va dans le mur si on continue comme ça. Alors je suis intervenu, je leur ai dit, mais je vous rappelle quand même, peut-être que vous allez dans le mur, c'est moi aussi mon avis, mais enfin c'est vous les patrons. Et alors, de façon déconcertante, il m'a répondu, mais oui, mais nous, on n'y peut rien. Ah ben, je leur dis, vous voyez, quand je vous dis que en produisant tous ces systèmes de contrôle absolu de ce que font les gens et comment ils le font, en fait, vous produisez l'effet inverse, c'est-à-dire vous perdez le contrôle, ce que vous venez de me dire prouve que vous, effectivement, vous l'avez perdu, ce contrôle, puisque vous me dites que vous n'y pouvez rien. Et à un moment donné, ben, je me suis dit, mais d'abord, qu'est-ce qui manque? Tous ces gens qui dirigent les entreprises, qui sont dans les entreprises, sont des gens intelligents, il ne faut pas de défaut particulier, hein, c'est même des belles têtes chez nous, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi en arrive-t-on là? Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais dans le fond, c'est les raisonnements appliqués dans les entreprises qui ne marchent pas bien. Et donc, ça a donné lieu à la publication du deuxième volume qui s'appelle la faillite de la pensée managériale, l'Hostile Management 2, dont l'objectif a été de montrer une chose qui me tient à cœur, qui est que de façon difficilement compréhensible, il y a un certain nombre de notions issues des sciences sociales, pas que de la sociologie, hein, mais des sciences sociales en général, qui sont bien connues, mais qui n'arrivent pas à pénétrer pratiquement le monde des entreprises. Et que finalement, dans le monde des entreprises, on prend un certain nombre de décisions qui sont en apparence des décisions de bon sens, mais qui vont complètement à l'encontre de ce que la recherche en sciences sociales a pu montrer. Je vais en prendre un exemple tout simple et tout bête, qui a donné lieu d'ailleurs à toute une série d'articles qui ont été tirés de la faillite de la pensée managériale, dont un article fameux dans l'usine nouvelle, qui est par exemple la gestion de projet. C'est typique, si vous les voyez, tout à l'heure j'ai dit on a changé les modalités de travail, on s'est dirigé vers plus de transversalité, etc. et le fonctionnement par projet. Quand vous vous rendez compte qu'on crée un projet, qu'est-ce que ça veut dire créer un projet? Ça veut dire prendre des gens qui appartiennent à différents métiers et les réunir pour qu'ils travaillent de façon transversale et on nomme un chef de projet. Le chef de projet, puisqu'il est chef, il est censé diriger le projet. Et en fait, on s'aperçoit que personne, en faisant ça, ne s'interroge sur une notion simple et claire de la vie collective qui est le pouvoir. Alors bien sûr, il y a des sociologues qui se sont beaucoup intéressés au pouvoir, il y en a d'ailleurs qui s'y intéressent encore beaucoup, mais on ne s'est pas posé la question de se dire, il est chef de projet, mais alors, est-ce qu'il a vraiment du pouvoir sur les gens qui ont été alloués à son projet? En d'autres termes, pour utiliser du jargon sociologique, qu'est-ce qu'il contrôle qui va lui permettre effectivement d'obtenir la coopération effective de ceux qui travaillent avec lui. Et la réponse qu'on a apportée dans les entreprises était finalement assez simple et simpliste. Il est chef. Donc il est chef, ça doit dépendre de lui. Alors, et d'où l'apparition d'ailleurs de toute la littérature sur le leadership. S'il ne réussit pas à entraîner son projet, à entraîner les gens qui travaillent dans son projet, c'est que ce n'est pas un bon leader. Et c'est un phénomène que moi j'ai vraiment critiqué fondamentalement dans la faillite de la pensée managériale, qui consiste, parce qu'on ne sait pas se poser les questions du fonctionnement collectif, à rejeter toutes les responsabilités sur les individus. Donc les managers sont des mauvais managers. Voilà. Et alors, moi j'avoue que cette critique des managers en tant que telle est quelque chose qui ne passe pas. Ça ne passe pas parce que ça traduit une forme
j'ai appelé dans la faillite de la pensée managériale de paresse managériale, qui fait qu'on ne se pose pas les problèmes de l'action collective, qu'est-ce qui permet d'expliquer ce qui se passe dans l'action collective, mais on rejette vers l'individu le fait que ça se passe mal, et si ça se passe bien, tant mieux, on va dire que c'est un bon leader. Donc, dans la faillite de la pensée managériale, j'ai pris toute une série de problèmes qui se posent à la vie quotidienne des organisations, et j'ai dit, voilà où est l'erreur de raisonnement, et voilà ce que les sciences sociales nous apprennent sur la façon dont il faudrait raisonner pour comprendre ces phénomènes, et moins on les comprend et plus on a de problèmes dans la mise en œuvre de ce que l'on veut mettre en œuvre. Donc vous voyez, dans cette trilogie, il y avait déjà 2 livres, dont le premier disait ben voilà ce qui ne va pas. Voilà ce qui va pas. Et puis le deuxième disait ben voilà pourquoi ça ne va pas. Alors quand les gens ont lu ça, ils m'ont dit bah t'es bien gentil, on a compris, c'est bien, c'est formidable, mais au fait tu nous dis pas ce qu'il faudrait faire. Donc, j'ai senti là une critique qui était fondée. J'ai trouvé fondée la critique qui m'était faite. Et je me suis dit, mais dans le fond, c'est une critique qui est récurrente vis-à-vis des sciences sociales. C'est-à-dire que ce que l'on dit facilement, c'est que les sciences sociales sont assez bonnes pour décrypter les choses, sont assez bonnes pour les mettre à plat, d'ailleurs sont assez bonnes pour décrypter la complexité, ce qui fait que quelquefois les sciences sociales provoque des mouvements de recul, parce que la complexité n'a pas bonne presse. Hein. Il faut bien le comprendre. Hein. On reproche une chose à la complexité, c'est d'être complexe. Voilà. Et comme la complexité est complexe et qu'on n'aime pas ce qui est complexe, eh bien on n'aime pas la complexité. Et donc on se réfugie plutôt volontiers vers des choses simples, comme les gens qui vous disent par exemple, je sais pas moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ah bon, moi j'ai toujours trouvé idiot de chercher des solutions s'il n'y a pas de problème. Voilà, si vous voulez, voilà, on va sur des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, ben, c'est vrai, ils ont un petit peu raison. C'est facile d'un certain point de vue de dire ce qui ne va pas. C'est facile d'expliquer pourquoi ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que la sociologie peut apporter dans les organisations, pas que dans les entreprises, mais dans les organisations d'une façon générale, pour essayer en matière de changement ou en matière de pilotage des univers humains pour essayer de faire peut-être un petit peu mieux ou à tout le moins et avec beaucoup de modestie pour apporter sa pierre à finalement la gestion de la collectivité, à la gestion collective, parce que la sociologie ne va pas résoudre les problèmes du monde entier, heureusement d'ailleurs. Et donc, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « On ne change pas les entreprises par décret ». J'espère que tout le monde, même si tous ceux qui l'ont vu le livre, tous ceux qui ont eu un peu de connaissance de ce qu'a fait Michel Crozier, à qui je rends hommage parce que je lui dois tout, ont sans doute compris que je lui rendais à travers ce titre un hommage direct, puisqu'il avait lui-même publié un livre qui s'appelait « On ne change pas la société par décret ». Et moi, je me suis contenté de changer la société par les entreprises, parce que le mode de raisonnement était le même. Et donc, voilà, et j'ai essayé dans ce livre, c'est toute la tentative de ce livre, de montrer ce que la sociologie des organisations, qui n'est qu'une des sciences sociales, peut apporter à la gestion du collectif. Alors, dans ce livre, et c'est les 3 premiers chapitres, il y a une chose que j'essaie de montrer. J'essaie de montrer que, enfin, je ne vais peut-être pas le formuler comme ça. Moi, je le formule comme ça dans le livre, il n'y a pas d'action sans connaissance, ou du moins, l'action sans connaissance est un pari. C'est un pari. Vous pouvez réussir comme vous pouvez ne pas réussir. Alors vous pouvez dire, mais moi j'aime les paris, pourquoi je m'en dispenserai? Parce que les paris qui sont loupés, ça fait souffrir des gens. Donc on a quand même beaucoup plus intérêt à constituer la connaissance qui va permettre d'agir en ayant quand même un préalable de compréhension de l'univers dans lequel on va agir. Et d'ailleurs, dans le tout premier chapitre, qui s'appelle « Pas d'action sans connaissance », je prends un exemple de 2 interventions que j'ai pu effectuer dans la même entreprise, l'une dans laquelle on a constitué la connaissance en amont et l'autre dans laquelle, enfin, le deuxième cas dans lequel on n'a pas constitué de connaissance en amont, on a cherché à comprendre pourquoi ça ne marchait pas en aval et ça permet de façon extrêmement éclairante de comprendre ce que peut apporter la connaissance amont
de l'univers dans lequel on a à agir. Mais j'ai fait une chose, en particulier dans les chapitres 2 et 3, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite dans mes livres. C'est-à-dire, j'ai dit, bah, écoutez, voilà, moi je vais vous dire directement comment on fait pour constituer de la connaissance. C'est-à-dire quels sont les concepts et les outils que l'on utilise en sociologie des organisations lorsque l'on veut effectivement construire cette connaissance. Et là, je dois dire que j'ai ni plus ni moins pris la base des cours que j'ai pu faire, des séminaires que j'ai pu faire de sociologie des organisations, et j'ai reproduit ce séminaire dans 2 chapitres en disant, ben voilà, on raisonne comme ceci. J'ai même commencé d'ailleurs en disant, voilà comment on fait un interview. Parce qu'après tout, vous voyez, moi qui suis externe dans les entreprises, j'interviewe les gens. Enfin, quand vous êtes vous-même dans l'entreprise, vous les interviewez pas de façon formelle, mais vous les écoutez. Donc, j'ai montré comment on pouvait écouter les gens, que ce soit sous la forme d'une interview, sous la forme de discussion avec ces gens-là, montrer comment il fallait faire. Et ensuite, j'ai essayé de montrer quels sont les concepts, en essayant de les transcrire de la façon la plus simple, qui permettent de passer de ce que disent les gens à la compréhension de l'organisation dans laquelle ils se trouvent. Je prends un exemple, si vous voulez, qui va vous montrer ce que j'appelle prendre un concept et le rendre intelligible à tous, c'est-à-dire ne pas chercher à s'enfermer dans le jargon sociologique. Par exemple, le concept de base de la sociologie des organisations, c'est le concept de rationalité limitée des acteurs. Alors, si vous commencez dans un séminaire à expliquer la rationalité limitée des acteurs, je vous garantis que les gens, quelquefois, ils n'ont pas très envie que vous leur parliez dans ce langage-là. En revanche, si vous le traduisez ce qui revient même en disant, voilà, le premier concept de base à comprendre, c'est les acteurs sont intelligents. Et que vous définissez ce que c'est que l'intelligence des acteurs avec des exemples simples, eh bien, du coup, ceux qui vous écoutent ou vous lisent comprennent tout à fait non seulement ce que veut dire l'intelligence des acteurs, mais comprennent toutes les incidences que ça peut avoir. Et d'ailleurs, je dois vous dire que moi, je suis très frappé quand je rencontre des gens aujourd'hui que j'ai eu en séminaire il y a 20 ans, ils me disent, moi, il y a une chose que je me souviens de ce que vous avez fait, c'est l'intelligence des acteurs. Donc, vous voyez, dans un chapitre, j'ai repris ces concepts, je les ai explicités, et ensuite, dans le chapitre suivant, j'ai fait une chose, je les ai traduits en termes d'outils. C'est-à-dire que je sais très bien que avoir des concepts, quelquefois, c'est un peu intangible. Et je me suis dit, mais dans le fond, les concepts, on va les traduire en termes d'outils. Donc, je l'ai fait. Simplement, j'ai toujours prévenu tout le monde que le plus important, c'est pas les outils, c'est les concepts. Donc, voilà. Et j'ai consacré le chapitre suivant à quelque chose dont on ne parle pas souvent, qui est l'intuition. C'est-à-dire, parmi les outils de la connaissance, il n'y a pas que les concepts et les outils de la sociologie des organisations. Il y a aussi l'intuition. Et ce que j'ai écrit, c'est l'intuition. Je ne vais pas le développer ici, mais je le dois à Herbert Simon, à l'économiste américain prix Nobel Herbert Simon, qui est le premier à nous avoir, dans un article fameux, expliqué que l'intuition était un outil performant de connaissance, et ce qu'il définit comme l'intuition, c'est le couple expérience et capacité d'observation, champ de jugement de ce qui se passe autour de soi. Donc voilà, je ne voulais pas, si vous voulez, réduire à la sociologie des organisations ce qu'est l'acquisition de la connaissance. Alors ensuite, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de dérouler. Une fois que vous avez cette connaissance, qu'est-ce que vous en faites ? À quoi elle va vous servir, cette connaissance? Et donc là, j'ai insisté sur le fait qu'elle va vous servir d'abord à prendre des décisions. Et après tout, si vous êtes responsable de quelque chose, on peut dire que vous êtes, faut pas être mégalo. Il n'y a pas que les dirigeants qui prennent des décisions. Je veux dire, n'importe quel manager, dans la situation dans laquelle il a des décisions à prendre. Et donc, j'ai essayé de montrer, en particulier, que si vous partez de la notion d'intelligence de l'acteur, c'est-à-dire, allez, tiens, je fais une rapide définition. La capacité qu'ont tous les acteurs, tous, quels qu'ils soient, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les grands, les petits, les gros et les maigres, tous ces acteurs ont une capacité à trouver une solution, ce qu'ils font concrètement, qui est cohérente avec le contexte dans lequel ils sont. Eh bien, si vous comprenez ça, donc l'acteur est intelligent, trouve toujours une solution cohérente avec le contexte, alors ça va vous permettre de réfléchir et de travailler sur quel élément du contexte de l'acteur je peux changer pour arriver à ce qu'il change la solution qu'il a trouvée, c'est-à-dire, in fine, à ce qu'il change
ce qu'il fait. Or, si vous réfléchissez à quelque chose, la définition la plus simple du management que j'ai jamais trouvée, c'est de dire que le management, ça consiste à obtenir des gens qui fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent. Et donc, si vous suivez la démarche que je propose, vous aurez compris pourquoi les gens font ce qu'ils font, et vous l'aurez compris sans jamais les mettre en cause, puisque vous l'aurez compris à partir de cette idée que s'ils font ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont intelligents. Donc vous ne mettez pas en cause, vous n'êtes pas c'est idiot ce que tu fais, c'est bête, c'est pas gentil, c'est malhonnête, etc. Tu le fais parce que c'était intelligent. Mais du coup, vous allez pouvoir réfléchir sur mais sur quel levier je peux agir? C'est-à-dire quel est l'élément du contexte de cet acteur que je peux modifier de façon à ce que, comme il est intelligent, il change son comportement. Et voilà ce que je propose de faire. Alors, je le développe, je donne des exemples, tout ce que vous voulez, mais voilà la base même du raisonnement qui va permettre d'entreprendre une action de changement sur la base de ce que vous avez compris du pourquoi l'acteur fait ce qu'il fait. Alors, en même temps, nous sommes dans de l'analyse de système. C'est-à-dire que quand vous agissez sur A pour modifier le comportement de A, vous avez des effets induits. C'est-à-dire que ce que vous avez décidé va avoir des effets sur d'autres parties de l'organisation. Mais justement, c'est ce que j'essaie de montrer. Si vous avez bien décrypté le fonctionnement de cette organisation, c'est-à-dire, allez, un petit peu de jargon, si vous avez bien décrypté pourquoi les gens font ce qu'ils font, ce que en sociologie on appellera, si vous avez bien décrypté les stratégies des différents acteurs, vous comprenez comment elles s'articulent les unes par rapport aux autres, ce qui veut dire que vous reconstituez la logique du système, et par conséquent, ça va vous permettre de comprendre que quand vous prenez une décision à un endroit, elle a des effets à d'autres endroits de l'organisation, et donc vous êtes capable d'anticiper les effets induits, et vous êtes capable en même temps de vous rendre compte que le changement, c'est pas quelque chose de simple. Vous allez toucher à quelque chose et quand vous touchez à quelque chose, eh bien, ça va vous amener à toucher à autre chose et vous aurez donc des choix à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé en vous parlant de la complexité. C'est-à-dire qu'une action de changement est une action complexe. Et mieux vous êtes capable d'anticiper les effets induits des décisions que vous allez prendre, et plus vous allez être à même de les maîtriser un petit peu mieux que si vous n'aviez rien du tout anticipé par rapport à ça. Alors, voilà, si vous voulez, de ce point de vue-là, vous voyez, on part de la connaissance avec les concepts, avec les outils, on cherche à comprendre comment on peut prendre des décisions, comment on peut changer le comportement des acteurs, etc. Quels sont les effets induits que l'on peut avoir, comment on peut maîtriser ces effets induits. On est déjà là, finalement, à toute une théorie de l'action. Et d'ailleurs, c'est ce que je cherche à faire. Alors, pour souffler un peu à l'intérieur du livre, j'ai consacré un chapitre à ce que j'ai appelé les invariants de la connaissance. On pourrait me reprocher, jusque-là personne ne l'a fait, mais je suis sûr que ça viendra. Hein. On pourrait me dire, mais franchement, tu dis qu'il n'y a pas de recette, qu'à chaque organisation, il faut comprendre comment elle fonctionne, etc. Et c'est spécifique. Comment peux-tu dire qu'il y a des invariants dans la connaissance? Je me suis simplement appuyé sur mon expérience depuis que j'ai fait ce métier, et je me suis dit, tiens, il y a franchement des comportements que je retrouve en permanence. Donc, faut pas que les gens soient surpris quand eux-mêmes, s'ils suivent ce que je leur conseille de suivre comme méthode d'approche, quand ils tombent sur ces invariants de la connaissance, ils puissent se dire « Ah ben oui, tiens, c'est vrai, c'est des choses qu'on rencontre un petit peu partout. » J'ai parlé de la recherche de l'autonomie, de l'inversion des hiérarchies, je ne sais pas quoi, de la défense des territoires, enfin de toutes ces choses comme ça que l'on rencontre dans toutes les organisations. D'un certain point de vue, encore une fois, quand je l'ai écrit, je me suis dit, tiens, ça va faire, comment dirais-je, une pause, quoi, une façon de se reposer un petit peu. Et donc ensuite, je me suis dit, mais alors, du coup, là, comme j'avais déjà expliqué dans les ouvrages précédents, que finalement, le gouvernement par la coercition, ça ne marche pas. Et puis je dis, mais est-ce que la sociologie nous apprend quelque chose sur le gouvernement autre que par la coercition? Et pour aller vers un thème vers lequel les entreprises cherchent à aller et ont du mal à aller, qui est celui de la confiance, là, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour analyser d'un point de vue sociologique ce que
la sociologie, justement, nous apporte sur ce thème de la confiance. Et donc, j'ai véritablement consacré un chapitre que j'ai essayé de creuser sur les conditions de la confiance, en essayant de sortir des conceptions un peu naïves de la confiance. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai montré les deux types de confiance qu'on cherche à acquérir dans les organisations, c'est-à-dire comment un manager peut capter la confiance de l'équipe avec laquelle il travaille et comment même au sein d'une équipe on peut travailler en confiance et quelles sont les conditions pour que l'équipe travaille en confiance. Et pour ça, j'ai utilisé pour partie d'ailleurs ce que disent les philosophes sur la question. C'est-à-dire, j'ai essayé de montrer et j'espère que ce chapitre intéressera tout le monde. J'ai essayé de montrer que la confiance est liée à une chose bien précise, c'est la prévisibilité des comportements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance à des acteurs qui sont imprévisibles. Et donc, par exemple, j'ai dit, bien, le manager qui veut capter la confiance de ses subordonnés, ou de ses collaborateurs, excusez-moi, eh bien, il faut absolument qu'il réduise l'incertitude de son comportement. S'il a un comportement incertain, personne ne lui fera confiance. Ce qui était très intéressant d'ailleurs, c'est quand je suis allé chercher chez les philosophes, je me suis rendu compte que les philosophes considèrent que la réduction de l'incertitude de son comportement, ou accepter de réduire l'incertitude de son comportement, c'est ce qu'on appelle un comportement éthique. Un comportement éthique, c'est pas piquer dans la caisse, c'est pas ne pas piquer dans la caisse. Un comportement éthique, c'est un comportement prévisible pour les autres. Alors, néanmoins, il n'y a pas de naïveté. Accepter de réduire l'incertitude de son comportement, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la sociologie nous apprend qu'une partie du pouvoir que nous détenons est liée justement à l'incertitude de notre comportement. Et donc, j'ai essayé de montrer que tout manager avait un arbitrage à faire entre l'incertitude qu'il doit conserver pour conserver le pouvoir qui n'est absolument pas lié à sa position hiérarchique et l'incertitude à laquelle il doit renoncer pour pouvoir capter la confiance de ses collaborateurs. Cet arbitrage, chacun doit déterminer comment il le fait, mais ça n'est pas simple. Et j'ai montré la même chose au sein d'un groupe, comment on réduit l'incertitude des comportements au sein d'un groupe de travail. Eh bien, on la réduit, cette incertitude, en laissant le groupe qui doit travailler ensemble définir les règles du jeu du travail collectif, c'est-à-dire ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable quand ils travaillent ensemble. Et par conséquent, si vous avez défini et accepté collectivement ce qui est acceptable et pas acceptable quand on travaille ensemble, alors vous avez des règles du jeu et ces règles du jeu réduisent l'incertitude du comportement de chacun. Enfin, j'ai terminé par un chapitre qui est personnellement mon chapitre préféré. Mais bon. Voilà, c'est sur la complexité. Alors, j'ai fait ce chapitre parce que j'en avais marre d'entendre critiquer, si vous voulez, de ce paradoxe, d'entendre critiquer à tout va la complexité, jusqu'aux nos amis américains qui ont un slogan qui s'appelle KISS, Keep it simple and stupid. Stupide, oui, c'est vrai. C'est pas le rien, mais stupide, c'est vrai. Bon. Et critiquer à tout va la complexité, et en même temps qu'on critique à tout va la complexité, eh bien, on dit aux gens, il faut coopérer, il faut travailler ensemble. Plus vous travaillerez ensemble, plus vous coopérez, eh bien, mieux ça ira. Et donc, du coup, ça m'a permis de montrer que, dans le fond, il y a trois sortes de complexité. Il y a deux complexités qui sont des complexités pénalisantes. C'est celle des structures, quand on multiplie les structures. Je me souviens un jour, je discutais avec un patron, il me dit, nous, on a une structure matricielle. Il me dit, d'ailleurs, elle doit être bimatricielle, même peut-être trimatricielle. C'est tellement compliqué qu'il ne savait pas. De toute façon, ça n'avait pas l'air de gêner beaucoup. Donc, on a une complexité d'enchevêtrement de structures qui est complètement inutile, d'empilage, de hiérarchie, de tout ce que vous voulez. Il y a ensuite la complexité que j'appelle fonctionnelle, dont je viens de parler, c'est-à-dire la multiplication des règles, des procédures, de tout ce que vous voulez. Mais ensuite, il y a une complexité que j'appelle vertueuse, qui est liée au fait que plus vous multipliez les interactions au sein d'une organisation, parce que vous voulez que les gens coopèrent, parce que vous voulez que les gens travaillent ensemble, parce que vous voulez que le fonctionnement soit le plus collectif possible, eh bien, plus vous multipliez ces interactions et plus vous rendez l'organisation réelle complexe. Qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire l'organisation réelle? Ça nous ramène au propos initial, qui est une organisation, c'est pas une structure. Une organisation, fondamentalement, c'est fait de ce que font les gens. Et du coup, plus les gens interagissent, plus les gens sont en relation,
et plus l'organisation elle-même, l'organisation véritable, va devenir complexe. Et c'est pour ça que je dis, mais cette complexité-là, elle est difficile à maîtriser. C'est une complexité systémique, mais elle est vertueuse parce qu'elle veut dire que vous avez créé un véritable collectif, que les gens sont capables de travailler ensemble, que les interactions se multiplient et que par conséquent, finalement, la créativité que vous avez dans votre organisation, vous la valorisez à travers cette complexité. Donc voilà, pour résumer ce que ceux qui auront la patience de lire ce livre, ils trouveront. Je voudrais peut-être conclure en disant une chose. Que, vous voyez, ce livre, dans le fond, il s'inscrit dans quelque chose qui est peut-être ce sur quoi je milite le plus dans cette partie de ma vie professionnelle, c'est redonner à l'ensemble des sciences sociales la place qu'elles méritent et qu'elles ont perdue. Parce que, vous voyez, dans les années 80, 90, les sciences sociales étaient fondamentalement intégrées comme des outils de management dans les entreprises. Elles étaient vraiment intégrées. Et petit à petit, elles ont disparu. Et je crois que la responsabilité, il ne faut pas la rejeter sur les entreprises, il faut aussi la rejeter sur les spécialistes des sciences sociales dont je suis. On n'a pas changé notre façon de parler aux entreprises, donc on ne leur parle plus le langage qui leur dit quelque chose. J'espère que ce livre sera une contribution parmi d'autres, parmi bien d'autres, à la renaissance des sciences sociales comme outil de management. Merci beaucoup François. Alors je vais poursuivre sur votre lancée sur la notion des sciences sociales. Finalement, quand on vous écoute, quand on vous lit, on se dit mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qui, selon vous, fait justement qu'il y a eu une forme de décrochage, en quelque sorte, des affections finalement des entreprises pour les sciences sociales et en particulier pour la sociologie des organisations? Alors, il me semble qu'il y a deux raisons que j'ai plus ou moins évoquées au milieu de cet rapide exposé. La première, elle tient à la complexité. Aujourd'hui, vous l'avez bien vu, il faut aller vite. Il faut aller vite. C'est comme ça. Et dans les entreprises, il faut encore aller plus vite qu'ailleurs. Et d'un certain point de vue, les dirigeants même des entreprises sont soumis à des pressions. Alors, on parle toujours des pressions financières, mais ce n'est pas les seules pressions qui font que leur dire il faut à un moment donné s'arrêter, il faut essayer de comprendre, il faut être capable de reconstituer comment ça marche de façon à ce que vous ne preniez pas les décisions au hasard. C'est quelque chose d'important. Je dirais que voilà, cette complexité aujourd'hui, elle a beaucoup moins droit de citer. Mais je vais vous dire quelque chose qui donne beaucoup d'espoir. C'est que, comme vous le savez, depuis maintenant le mois d'avril, avec deux de mes collègues, nous avons lancé un programme d'études sur la façon dont les entreprises avaient géré au moins la première phase du confinement et la première phase de la crise Covid. Oui. Ce qu'on a essayé d'expliquer à ces dirigeants, c'est, vous savez, il va bien falloir que vous parliez à vos salariés, mais si vous avez à parler à vos salariés, vous ne pouvez pas vous contenter de leur dire vous avez été formidable, on va avoir des jours meilleurs, etc. Non, ça ne marchera pas. Il faut que vous leur parliez de la réalité de ce qu'ils ont vécu. Et là, la sociologie peut vous aider à comprendre la réalité de ce qu'ils ont vécu. Là, à ce moment-là, on n'a pas eu de mal finalement à convaincre ces dirigeants qu'il fallait qu'ils plongent dans cette réalité, même si elle était complexe. Donc, la seule chose que je voudrais, c'est que les sciences sociales ne soient pas là simplement présentes en situation de crise. Et puis, j'ai une deuxième raison, qui est là, et j'en prends ma part, les sciences sociales ont été et continuent d'être extrêmement arrogantes. Il y a beaucoup d'arrogance quand même, si vous réfléchissez à expliquer aux gens, vous raisonnez mal, moi je vais vous expliquer ce que ça veut dire bien raisonner. Si vous leur dites comme ça, les gens disent, vous prenez pour un imbécile ou quoi? Donc, voilà, mais quand même, tant que vous tenez ce type de discours, c'est un petit peu difficile. Donc, à un moment donné, il faut que les sciences sociales soient capables de changer le discours qu'elles tiennent. Et pour le moment, j'espère qu'on est dans la bonne voie, mais en fait, je ne crois pas qu'on ait encore atteint le vrai discours qui permette de redonner aux sciences sociales leur place.
Quelques questions alors sur la partie, on va dire, sur la partie managériale finalement. Alors une question que je trouve intéressante, c'est finalement on parle de l'intelligence en fait des acteurs. Est-ce que finalement les managers qui sont aussi sont paresseux? Ah, Je pense que c'est volontairement provocateur, mais je trouve que c'est intéressant de le partager. Et alors cette notion de paresse, elle est dans le deuxième ouvrage, elle est dans la faillite de la pensée managériale. Non, paresseux, je sais pas. Vous voyez, ça aussi, hein, dire paresseux, je sais pas, je suis pas sûr que je le réécrirais comme ça aujourd'hui. Vous voyez, parce que là aussi, ça fait quand même une forme d'arrogance. Non, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait une sorte de paresse, alors de double paresse, à la fois une paresse générale et une paresse spécifique, si je me souviens bien des termes que j'avais utilisés. La paresse générale, c'est de dire, ben, quand même, dans le monde du management, globalement, avec toutes les exceptions possibles et imaginables, on ne lit pas beaucoup. On ne lit pas beaucoup. Et par conséquent, il y a un déficit de culture, qui est un déficit qu'on rencontre. Vous voyez, si je prenais un exemple personnel, hein, moi dans ma famille, j'ai des managers, et je vois bien qu'ils ont du mal à lire. D'ailleurs, ils ont du mal à lire parce que des fois, ils n'ont pas le temps de le faire. Et bien en même temps, surtout, ce qui me frappait, c'est qu'il y a un déficit spécifique. C'est-à-dire que les managers ne lisent pas beaucoup sur des sujets qui se rapportent à leur propre activité et à nouveau sur les sciences sociales. Et alors, heureusement, ça commence à s'améliorer, j'ai l'impression, parce qu'il y a des livres qui ont tiré la sonnette d'alarme et avec des auteurs qui ont su la tirer de façon intelligente. Alors, si moi je voulais parler d'auteurs avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord sur le fond de ce qu'ils écrivent, mais qui ont tiré la sonnette d'alarme de façon intelligente, je pourrais citer par exemple Gates et Carney, avec le livre qui s'appelle Liberté et compagnie. Alors bien sûr, c'est le livre qui présente l'entreprise libérée. Hein. Je le dis parce que Liberté et compagnie, peu de gens le lisent parce qu'il fait 450 pages écrites tout petit, donc il est assez dissuasif, mais c'est très bien. Ou le livre de Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organizations, qui sont des livres qui jouent peut-être le rôle de lanceur d'alerte. On pourrait le dire comme ça. Donc, il faut dire, faites attention, ça va pas, il faut trouver. Alors, il propose d'autres choses, très bien, on approuve pas, peu importe, mais il joue un rôle important en la matière, je trouve. Très bien. Alors, une question également intéressante sur la notion d'entreprise à mission que vous évoquez effectivement voilà, à la fin de votre livre. On parle de Danone hein, là en l'occurrence. Quelles seraient les conditions de succès des entreprises à mission qui ont la volonté de se transformer en intégrant dans leur stratégie le rôle qu'elles ont à jouer sur les enjeux sociétaux et environnementaux? Quel conseil vous donneriez? Non, Pour mais éviter la démocratie, etc. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. La question était complétée par quel conseil particulier pour intégrer la mission dans le pouvoir des acteurs en cohérence avec leurs valeurs? La question que vous posez, que pose la personne, j'en sais rien, qui l'a posée ici, elle a plusieurs entrées. D'abord, il y a dans cette question un mot qui, moi, comment le formuler gentiment, un mot qui provoque du doute chez moi, qui est le mot valeur. Vous voyez, les entreprises se donnent des valeurs. Et alors, justement, par rapport à la notion d'entreprise à mission, elle commence à apparaître de plus en plus dans les valeurs que se donnent les entreprises. Il faut faire très attention. Parce que quand vous analysez de près les valeurs que se donnent les entreprises, vous vous apercevez qu'elles représentent généralement ce que les entreprises n'ont pas et souhaiteraient avoir. Donc, les valeurs, ça relève du management par l'incantation. Et l'incantation n'est pas un bon outil de management. Donc, il faut raisonner de façon beaucoup plus pragmatique que cela. C'est-à-dire que si vous dites nous sommes une entreprise, ou du moins nous intégrons l'aspect des missions dans ce que nous faisons, alors il faut que dans les mécanismes internes de l'entreprise, c'est un peu comme la notion de service client.
la notion de service client, ce n'est pas une fonction qui est dédiée au service client. C'est le fait que l'organisation en elle-même, dans son fonctionnement, produit du service. Les interactions entre les acteurs produisent du service. Pour les entreprises à mission, c'est la même chose. Il faut qu'effectivement, vous bâtissiez un mode de fonctionnement qui permet d'être cohérent avec les missions que vous fixez à cette entreprise par rapport à son environnement, à son environnement au sens environnemental, à son environnement sociétal, etc., etc. Donc, il ne faut pas que ça reste au niveau du vocabulaire, il faut que ça soit inscrit dans les modes même de fonctionnement de cette organisation, c'est-à-dire, du coup, dans le comportement des acteurs et des interactions entre les acteurs. Et donc, moi, le conseil que je dirais, si vous voulez bâtir une entreprise à mission, vous voyez, au lieu de proclamer les missions comme valeur, la première chose que vous avez à vous dire, c'est un peu comme la stratégie d'entreprise. Vous vous dites quel type de comportement je dois avoir pour être sûr que je m'inscris dans les missions que je souhaite me fixer. Ça correspond à des comportements. Et du coup, ensuite, vous reprenez ce que j'ai dit, c'est comment je peux faire pour arriver à orienter les comportements dans ce sens-là. Donc voilà, moi je le prendrai de cette façon aussi pratique que ça. Alors, une autre question sur, y a-t-il selon vous et selon votre expérience des différences en fait entre le secteur privé et le secteur public? Ah, que voilà une bonne question. Je répondrai à la personne, vous voyez, ce que personne ne sait, c'est que moi j'ai commencé ma carrière en travaillant sur le secteur public. D'ailleurs, j'ai publié 2 livres, sur un livre qui s'appelait Sociologie de l'administration française et un autre qui s'appelait L'administration en miettes, quand j'étais jeune, hein. C'était il y a longtemps. Alors, comment dire? Je vais manier le paradoxe. D'abord, vous savez, je viens de vous dire que nous sommes en train de terminer une étude sur 9 organisations et la façon dont elles ont géré la première phase de la crise Covid. Je dis 9 organisations parce que dans ce travail, nous avions 7 entreprises, une grande administration et une collectivité territoriale. Eh bien, la première chose que je puis vous dire, c'est que dans la façon de gérer cette crise, il n'y a pas de différence fondamentale dans la façon dont l'on gérait l'administration ou la collectivité territoriale et la façon dont les entreprises l'ont gérée. De ce point de vue-là, je ne dirais pas qu'il y ait de différence fondamentale, et c'est important de le dire, parce que si on raisonne en termes vagues, en situation-là, on peut trouver des tas de choses. Moi, je vous dis aujourd'hui que la différence entre secteur public et secteur marchand n'est pas une différence très opérationnelle. Et par exemple, quand on fait porter cette différence sur le fait que dans le secteur marchand, il n'y a pas de statut personnel, mais dans le secteur public, il y a du statut personnel, etc., ça n'est pas suffisant. Il n'y a pas de différence fondamentale. Je dirais même plus, et je vais manier le paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, je me place aujourd'hui, il va y avoir la crise Covid, hein, je fais la parenthèse de la crise Covid, qui est malheureusement une longue parenthèse d'ailleurs. On avait plutôt le fait de dire aux organisations publiques, vous devriez vous inspirer des entreprises pour votre transformation. Moi, je leur dis surtout pas, hein, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas obligé de répéter les mêmes bêtises, puisque dans le secteur marchand aujourd'hui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a tourné sur sa gauche ou sur sa droite, prenez-le dans le sens que vous voulez, le phénomène de gouvernement par la règle qui caractérisait jusque-là plutôt les organisations publiques. Mais alors, avec le développement insensé et incontrôlé de tous les systèmes de management dont j'ai parlé tout à l'heure, on arrive à créer dans le secteur privé des bureaucraties qui sont tout aussi verrouillées que peuvent l'être celles du secteur public. D'autant plus que le secteur public, depuis qu'il pratique la bureaucratie, a trouvé tous les moyens officieux de contourner un certain nombre de ses propres pratiques bureaucratiques. Donc moi, je ne me centrerai pas du tout sur l'opposition entre le secteur public et le secteur marchand. Très bien. Comment faire passer finalement la connaissance élaborée que vous évoquiez donc lors de ce webinaire sans pour autant finalement faire peur aux dirigeants ou en tout cas les convaincre d'y passer du temps? Eh ben, en leur montrant ce qu'ils en tirent. C'est-à-dire que, voilà, c'est... oui, vous voyez, encore une fois, je vais le formuler comme ça. Vous voyez, moi, la plupart des dirigeants
avec lesquels je travaille, c'est des dirigeants que j'ai eus en séminaire quand ils étaient plus jeunes. Donc, ils savent de quoi je parle, ils savent ce dont il s'agit. Donc, eux, ils savent ce qu'ils doivent en tirer, ce qu'ils peuvent en tirer. Et d'un certain point de vue, la démonstration préalable, malheureusement, facilite grandement la conviction que vous pouvez et que peuvent avoir ces dirigeants. Je dis malheureusement parce que de mon expérience, si vous allez de façon scratch, si je peux me permettre, vers un dirigeant, en lui disant, voilà, moi je vous propose qu'on commence par une bonne analyse sociologique de votre fonctionnement, etc., vous avez beaucoup plus de mal à le convaincre parce qu'il ne matérialise pas bien ce que ça peut lui apporter. Donc, voyez, la preuve par la démonstration est quelque chose d'absolument essentiel. Voilà. Et de la même façon, vous voyez que moi je constate, par exemple, ça me frappe toujours, il y a une chose qui me frappe toujours, dans les séminaires que je fais, ou que ce soit, j'en ai fait un peu partout dans le monde, hein, il est arrivé très souvent, en expliquant aux gens comment on pouvait démonter le fonctionnement d'une organisation, etc., que ces cadres que j'avais devant moi me disent, mais ce séminaire, est-ce que vous l'avez fait à nos dirigeants? Parce que c'est eux qui en auraient besoin. Et effectivement, la réponse est non. La réponse est non, puisque malheureusement, les dirigeants sont souvent supposés n'avoir pas besoin de formation. Ce qui est dommage. Ce que je ne partage pas d'ailleurs, mais ils en ont besoin. Un dernier point peut-être, finalement vous avez évoqué vraiment cette notion de complexité vertueuse, mais finalement est-ce que c'est vertueux pour tous les acteurs de l'entreprise? Est-ce que chacun en tire un bénéfice? Alors, il faut revenir, on peut d'abord donner une première réponse évidente, c'est vertueux pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que cette complexité que j'appelle vertueuse, elle est liée à la multiplication des coopérations au sein d'une organisation. Et on sait que la coopération, je ne vais pas le redémontrer maintenant dans les 3 minutes qui nous restent, on sait que cette coopération, si on a cherché à l'introduire dans les entreprises, ce n'est pas pour des raisons esthétiques, mais c'est un formidable mécanisme qui permet de réduire des coûts tout en améliorant la qualité. Donc, c'est le coût du roi. Plus les acteurs coopèrent et plus les coûts se réduisent et la qualité augmente. Donc, de ce point de vue-là, l'entreprise en bénéficie, c'est clair. Vous pourriez dire aussi que si l'entreprise en bénéficie, les salariés en bénéficient aussi, puisque si l'entreprise est performante, ils préservent leur emploi. Voilà. Par contre, en revanche, si vous regardez le quotidien des salariés, la réponse est moins évidente. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, passer à des modes coopératifs de fonctionnement amène à créer entre ceux qui sont amenés à coopérer des situations de dépendance. Or, pas besoin de faire une longue démonstration pour l'expliquer, nous avons tous horreur de dépendre des autres. Et chacun de ceux qui sont en train de m'écouter peut essayer de se demander le temps et l'énergie qu'il dépense à essayer d'éviter toute situation de dépendance. Vous voyez, pour terminer même sur une note humoristique, c'est même pas vrai seulement dans les relations du travail. Vous pourrez relire le livre du linguiste Roland Barthes qui s'appelle Les fragments du discours amoureux et vous montrera même comment dans les situations amoureuses, nous cherchons tous à éviter les situations de dépendance vis-à-vis de l'autre tout en réduisant sa propre autonomie à lui. Donc voilà, et donc de ce point de vue-là, dans l'immédiat du fonctionnement de l'organisation, ça va amener les salariés à vivre cette complexité vertueuse, va amener les salariés à vivre dans des situations qui sont beaucoup plus exigeantes que la situation taylorienne où chacun vit dans son silo de façon relativement autonome et relativement protégée. Donc voilà pourquoi je nuance un peu ceux qui en tirent le profit et ceux qui n'en tirent pas profit. Alors, une dernière question, puisque nous arrivons au terme de notre webinaire. Vous avez parlé donc de la problématique de la confiance dans les entreprises. Pourquoi, selon vous, c'est si difficile à instaurer? Alors, j'ai essayé d'en expliquer les questions. Les réponses sont de 2 ordres. D'abord parce qu'on donne à cette question des réponses banales. C'est-à-dire, ouais, mais parce qu'on se connaît bien, parce que, etc. C'est pas suffisant, vous voyez, c'est pas parce qu'on connaît les gens
Vous savez, il y a eu des travaux qui ont été faits par l'armée américaine qui étaient passionnants lors du débarquement en Normandie. Lorsque les troupes américaines ont débarqué, ce n'étaient pas les seules, les troupes américaines ont débarqué en Normandie, vous vous souvenez, tout le monde sait qu'ils sont débarqués dans des chalands de débarquement. Hein, et voilà. Et l'armée américaine s'est posé la question, mais comment compose-t-on les gens qui sont dans la même barge de débarquement? Et alors, ils avaient trouvé quelque chose de très, très intelligent. Hein. Ils avaient fait appel au psy de l'armée américaine et ils avaient mis dans la même barge de débarquement des gens qui s'entendaient plutôt bien, c'est-à-dire des groupes homogènes, qui se faisaient confiance les uns aux autres, etc., etc. Et d'ailleurs, un officier dans la barge qui était en situation de leadership par rapport aux troupes. Ils ont débarqué. Et une fois, dans les semaines qui ont suivi le débarquement, ils ont retesté les relations entre les gens. Et malheureusement, très malheureusement, avec les survivants. Et ils se sont rendus compte que les relations entre les gens étaient très différentes après le débarquement qu'elles n'étaient avant. Et pourquoi? Parce que avant, vous pouvez avoir comme bon copain celui qui est à la caserne avec vous et qui vient boire de la bière et courir les filles avec vous. Mais si ensuite, le même, quand il s'agit de grimper au haut de la falaise, vous dit, mais toi tu montes le premier, puis moi je te suis, c'est plus votre copain. Donc, on voit bien que dans ces conceptions, c'est, on fait confiance à ses amis ou ça ne marche pas comme ça dépend du contexte. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai expliqué que la confiance, elle est liée à la prévisibilité du comportement. C'est-à-dire, on fait confiance à des gens dont on peut anticiper le comportement. Les gens qui ont des comportements erratiques n'attireront jamais la confiance. Et comme je le disais tout à l'heure, et j'ai terminé là-dessus, c'est difficile pour un manager parce qu'un manager qui est totalement prévisible est un manager qui perd la part de pouvoir qui est liée à son imprévisibilité. Ceux qui voudraient des explications plus fouillées de ça, je les renvoie au livre de Michel Crozier qui s'appelle Le phénomène bureaucratique et très exactement au chapitre dans lequel il analyse le fonctionnement des ateliers de ce qui s'appelait à l'époque la CEITA. Ils trouveront une très bonne démonstration de ce que je viens de dire. Eh bien, écoutez, François, merci mille fois du coup pour cet échange, j'allais dire, non seulement passionnant, mais aussi extrêmement ressourçant. On n'a pas pu répondre voilà, à toutes les questions, mais du coup, François reste joignable par LinkedIn. Hein, et puis, voilà, pour les participants qui souhaiteraient se former ou effectivement former leur équipe, je reste à votre écoute. Je vous envoie de suite mes coordonnées dans le chat. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. À vous dire aussi à bientôt, en tout cas, je l'espère. Et François, encore un grand, grand merci. Et évidemment, hein, pour ceux qui n'ont pas encore lu, moi, je me suis régalée. Je ne peux que vous inciter à prendre justement un petit peu de temps pour poser ces différents sujets. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.